Salut tout le monde, bienvenue dans le podcast Touchdown Actu, le 327e du nom. Ça ne s'arrête plus, ça passe trop vite. Je suis avec Grégory Richard. Salut Grégory. Salut Raoul, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver, Raoul. Effectivement, j'ai oublié de me présenter, je suis désolé. C'était toi. Oui, c'est moi, Raoul Villeroy. Et bien sûr, Camille Saraben à la technique. Salut Camille. Salut. Pour ce 327e épisode, déjà l'émission du jeudi vous est présentée par Unibet, votre détour obligatoire pour les paris en ligne sur la NFL. Regardez, c'est marqué là. Vous pouvez aller vous inscrire en passant par le site et ainsi profiter des 100 € offerts pour le premier pari et surtout du streaming directement sur la plateforme d'Unibet avec un compte approvisionné. Alors foncez si vous ne l'avez pas encore fait. Grégory, choc en tête de l'AFC. Qui va remporter la couronne ? C'est mon lancement préféré, vous le savez maintenant. On vous donne les clés pour le match entre les Patriots et les Chiefs qui promet la dimanche soir. Puis on va revenir sur tous les matchs de la semaine 14, les pronos, les meilleures cotes. Bref, c'est parti pour un nouveau podcast. Ça ne fait pas rire Grégory, mon lancement, je suis un peu triste. Mais si, j'aime quand tu es dans ton délire comme ça, c'est important. C'est beau. New England Patriots, 10 victoires, 2 défaites. Kansas City Chiefs, 8 victoires, 4 défaites. C'est l'affiche qu'on a choisie, c'est l'affiche de dimanche soir. Alors calmons tout de suite les ardeurs des fans les plus férus de New England. Le titre que l'on a mis, mardi c'est fini. Grégory, tu veux chanter la chanson d'Hervé Villard ? Non, je suis un très mauvais chanteur et il fait déjà très moche, donc je vais nous épargner la pluie en plus. Brady, c'est fini. Ça ne veut pas dire que les Patriots ne gagneront pas le Super Bowl, bien au contraire, c'est qu'on est en train de se demander si la tendance n'est pas à la dynamique, disons, un peu moindre pour les Patriots, à l'inverse d'équipes très en forme comme les Ravens, comme les Chiefs notamment. Si les Chiefs gagnent ce match-là, New England aurait perdu face aux deux grosses écuries de l'AFC. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que les Patriots ne sont plus le gros poisson dans leur conférence ? Alors honnêtement, ça m'embête quand même un peu qu'on tire les conclusions maintenant. Semaine 14. Oui, on s'approche un petit peu. C'est vrai que là, il y a quand même moyen de tirer suffisamment d'enseignements. Après, bon, on sait que... alors, Alain le signalait, c'est vrai qu'il y a Buffalo qui est quand même pas très loin. Ils sont à une victoire malgré tout. Donc, c'est vrai que même 9-3 ils sont à 9-3, ouais. Ouais, c'est ça. Donc, même si New England perd contre Kansas City, oui, ils resteront malgré tout devant les Chiefs d'un point de vue comptable et toujours avec la possibilité d'avoir un spot en bye week pour la première semaine des playoffs. Maintenant, c'est vrai qu'il faudra se méfier de cette équipe de Buffalo qui revient fort, qui va avoir des tests entre-temps également. On aura l'occasion de revenir, mais c'est vrai que d'un point de vue dynamique, ce serait bien de ne pas démarrer par... ils ont quand même démarré par quoi ? 8-9-0 8-0, 8-0, je crois, quand ils perdent à Baltimore. Et de se retrouver avec une fin de saison régulière où il y a un peu plus de doutes qui s'installent et où malgré tout, malgré on va dire l'aura, l'expérience, le leadership de beaucoup de joueurs et de Bill Belichick, bien entendu. Est-ce qu'on va pas commencer à être dans un espèce de faux rythme du côté New England, notamment offensivement ? Et on a eu des saisons comme ça où sur des fins de saison régulière un petit peu plus compliquées, et le premier tour de playoff, même quand tu le jouais à Foxborough, tu avais tendance à te prendre la porte contre la tronche. Ça a été le cas contre les Ravens, contre les Jets. Enfin, il y a eu des expériences de la part de New England où même en tant que favori et même après une campagne de saison régulière avec encore une fois au moins 10 victoires, en playoff, ça pouvait coincer. Donc c'est sûr que ça reste quand même, pour se rassurer en tout cas, c'est le bon moment pour les joueurs des Pats. Tu l'as souligné, 10 victoires en saison régulière. C'est la 17e saison consécutive. C'est un record NFL. C'est tout bonnement hallucinant. Enfin, vous réalisez peut-être pas si vous êtes fan des Patriots parce que ça vous paraît normal, mais pour les autres équipes, 10 victoires, c'est très agréable. L'an dernier, les Chiefs étaient venus perdre à New England de 40-43 en faveur des Patriots. Alors, ils prennent toujours autant de yards en défense. Et la question, c'est est-ce que cette année, l'attaque des Patriots peut mettre 43 points ? Alors, c'est un peu ce que je disais mardi. C'est vrai que ce match-up, il est assez intéressant, mine de rien, l'attaque des Pats contre la défense des Chiefs, parce que pour le coup, on parlait de dynamique. C'est vrai qu'on a d'un côté une attaque de New England qui a été très inquiétante de ce qu'on a vu du côté de Houston. Par rapport à leur standard. J'apprécie d'ailleurs ton troll pour les fans des Pats avec ton t-shirt d'aujourd'hui. J'ai pas du tout fait exprès, je vous assure. Non, on n'en croit pas un mot. C'est votre droit. Non, blague à part. Non, voilà. Et à l'inverse, on a une équipe de Kansas City qui, défensivement, après les grosses largesses qu'on avait vues au début de saison, reste quand même sur
sa prestation la plus aboutie de la saison, avec un match où la défense a clairement retiré toute pression des épaules de Patrick Mahomes dans un succès plus que convaincant contre les Raiders. Alors, très clairement, les Pats, ce sera un niveau au-dessus. Ils seront à Foxborough en plus. Et on attendra d'en savoir un peu plus, voir si vraiment défensivement, comme je disais, la bye week a vraiment fait du bien et s'il y a pu y avoir suffisamment d'ajustements de la part de Steve Spagnuolo pour réussir justement à améliorer cette défense. C'est Spagnuolo contre les Patriots, il a historiquement quelques réussites un aussi. Non, c'est ce qui rend vraiment ce match-up assez excitant. Après, pour répondre à ta question, monter jusqu'à 43 points, j'en suis pas sûr. Je pense qu'il y a quand même moyen. Parce que ça reste les Patriots, une équipe qui va jouer beaucoup sur la vitesse et la prise d'espace, et avec un jeu au sol qui va quand même être un peu plus performant, en tout cas qui a l'air d'être un peu plus performant depuis peu. Je pense qu'il y a quand même au moins moyen de mettre, comme contre Houston, au moins une vingtaine de points. Je me suis noté une stat avant que je l'oublie parce que j'étais plus sûr, mais les Patriots, après une défaite, c'est 47 victoires et 12 défaites sous Tom Brady et Bill Belichick. Oui. Donc, ils perdent rarement deux fois de suite. Ils ont perdu 12 fois, 2 fois de suite en 20 ans. Mais je crois que c'était arrivé l'année dernière. L'année dernière, c'est arrivé, il me semble. Voilà, le fait est que c'est quand même une équipe qui sait rebondir. Maintenant, voilà, Brady, c'est une des moins bonnes saisons en termes de statistiques, que ce soit en termes de rating, que ce soit en pourcentage de passes complétées. Il n'a jamais été à des chiffres astronomiques, mais très souvent, il a toujours ce jeu qui lui permet de faire des petits, comment on appelle ça, des check-downs, des petites passes courtes, mais qui permettent d'aller chercher les premières tentatives et de continuer d'avancer. Même ça, cette année, semble un tout petit peu moins, disons, sûr. Le jeu au sol a un peu de mal à progresser, alors que l'an dernier, ça pouvait lui enlever un peu de pression, et les années d'avant aussi. Mais il y a un truc qui bloque quand même. En fait, si tu veux, c'est un mélange de choses. Ça fait plusieurs années qu'on le dit maintenant. J'ai presque envie de dire encore heureux que Brady, à un certain âge, il a 43 ans maintenant. Oui. Encore heureux qu'il ne soit pas aussi, j'allais dire vivace, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais oui, enfin... Fringant. Voilà, fringant, ou en tout cas, qu'il est peut-être plus... la rapidité d'exécution qu'on lui connaissait, et il y a ce facteur-là mélangé aussi au fait que sa ligne offensive a été beaucoup en difficulté, avec des problèmes qu'on sait, les soucis de santé de David Andrews sur la position de centre, les soucis notamment sur le poste de tackle avec un Isaiah Wynn qui est revenu très tard. Voilà, ça fait quand même beaucoup d'éléments qui font, alors je parle même pas du poste de receveur, la retraite de Gronk, c'est vrai qu'il y a beaucoup de facteurs qui peuvent également expliquer le fait que forcément il y a quand même un déclin assez significatif de ce qu'on en voit par rapport à la saison dernière. Après, ce qu'on connaît de Brady, c'est aussi et avant tout, malgré sa production pure, son leadership. Et c'est ça qui va être important dans cette dernière ligne droite et dans l'optique des playoffs. Quand tu parles des receveurs, Mohamed Sanu, pour l'instant, n'a pas eu l'impact peut-être qu'on attendait de sa part. En tout cas, qu'il avait du côté d'Atlanta. Il y a eu quand même un deuxième tour de draft dépensé dessus. Donc c'est vrai que c'est un joueur qui apporte une polyvalence. Ce serait bien qu'elle soit plus marquante. Ouais. Et la semaine, il a mis un touchdown, je crois, depuis qu'il est arrivé. Il avait fait 4 matchs et il en a débuté 2. Enfin voilà. Il met peut-être un peu de temps à se lancer, mais j'imagine que du côté de New England, on attendait un résultat immédiat. C'est ça. Et puis c'est vrai qu'il y a j'allais dire l'excuse. Je ne sais pas si c'est le bon mot là encore, mais il y a le contexte également des blessures, on dira, côté receveur. Maintenant, comme tu l'as dit, ils ont récupéré Sanu par le biais d'un deuxième tour de draft. Ils ont récupéré enfin leur rookie Nkilari qui a marqué un touchdown sur le match avant Houston. Je ne sais plus contre qui il jouait. Ça ne me revient plus comme ça. Mais enfin, voilà, il y a quand même... Il n'y a pas les Ravens non, c'était pas les Ravens. Bon, c'est pas très important, mais bon, voilà, il y a quand même quelques petites pièces qui s'ajoutent. Et voilà, ça aussi, c'est quand même censé permettre à Brady, avec encore une fois le retour de certains éléments sur la ligne, on va voir si vraiment c'était un micro-phénomène ou si vraiment faut s'inquiéter quand même pour cette attaque des Patriots durablement et avant le mois de janvier. Il faut qu'en play-off, ça soit rodé et que ça avance. De toute façon, sur ce match-là, on est d'accord que la vraie opposition que tout le monde va vouloir suivre, c'est évidemment Patrick Mahomes ballon en main face à la défense des Patriots, qui est, on le rappelle, une des meilleures de la ligue. Qui, tu dirais, est la meilleure arme du côté de l'attaque des Chiefs et en même temps qui est la meilleure arme du côté de la défense des Patriots? Moi, j'ai envie de te dire que le match-up le plus excitant, c'est forcément Tyreek Hill contre Stephon Gilmore. Stephon Gilmore qui reste sur un match un peu plus compliqué face à DeAndre Hopkins. C'est pour un joueur qui est sans doute, à mes yeux, le meilleur corner de la ligue. J'ai du mal à envisager le fait que il se loupe sur 2 matchs de suite. Après, ce ne sera pas le même profil. On sait que Tyreek Hill, c'est beaucoup plus sur le côté esquive, en tout cas, prise de vitesse vraiment
rapidité d'exécution au niveau des tracés, etc. Donc c'est vrai que c'est pas exactement du duel physique et il va falloir miser sur d'autres armes que celles qu'il peut utiliser contre des receveurs un peu plus classiques. Et c'est ça aussi qui rend ce match-up assez intéressant, c'est qu'on a un cornerback, encore une fois, le meilleur cornerback de la ligue qui est revanchard face à vraiment peut-être le receveur au profil le plus atypique, vraiment celui qui a presque un profil de running back et qui peut éventuellement lui donner beaucoup de fil à retordre. Donc c'est vrai que je ne serais pas étonné que Patrick Mahomes joue sur cette carte-là, comme il le fait assez souvent. Mais bon, après, il y a forcément encore et toujours il y a David Kelce, éventuellement, peut-être dans le secteur des safeties qui peuvent provoquer pas mal d'interceptions. McCourty en tête, même si ça fait un petit moment qu'il n'en a pas fait maintenant. Mais c'est sûr que très clairement, si je réponds à ta question, oui, le heal contre Gilmore, c'est quelque chose que je suivrai avec beaucoup d'attention. Ouais. David McCourty aussi, qui est le meilleur intercepteur de la ligue avec 5 interceptions, qui peut être aussi un petit poison côté défense des Patriots. Le truc, c'est que le jeu au sol des Chiefs cette année est un petit peu moins bon que ce qu'il a connu. Alors, il y a des blessures. Ouais. En l'occurrence, les deux Williams, j'allais dire les deux frères Williams, qui ne sont pas du tout frères, ils sont pas entraînés cette semaine. Est-ce qu'ils ils jouaient la semaine dernière de mémoire, mais je ne sais pas s'ils sont à 100%. Ouais, je t'avoue. Et puis comme ils crèvent pas l'écran, c'est sûr que on va dire qu'ils sont un poil interchangeables. Même le Sean McCoy qui a été signé au début de la saison pour se retrouver avec Andy Reid est plus utilisé dans la rotation. Mais je te rejoins, c'est sûr que malgré paradoxalement la blessure de Mahomes, on aurait pu se dire que justement on allait mettre un petit peu plus de responsabilité sur le backfield offensif. On a du mal vraiment à déceler. Ça peut arriver, encore une fois, Damien Williams est sorti du chapeau de temps en temps. Je crois que c'est notamment lui qui est décisif à Détroit. Encore une fois, je ne vais pas dire de bêtises. Mais en tout cas, oui, c'est encore un groupe qui doit réussir à se mettre en valeur, et contre un run-stop des Pats qui peut être quand même plus qu'intéressant, avec notamment le duo Hightower-Van Noy, c'est quelque chose qui peut être un peu rédhibitoire si on ne met pas un peu moins de pression, comme l'a fait la défense le week-end dernier. Si le jeu au sol n'arrive pas à décharger un peu Patrick Mahomes, ça peut être une soirée compliquée pour l'attaque des Chiefs. Le run-stop des Patriots, relativement, je fais des guillemets pour ceux qui ne voient pas, c'est leur point faible en défense. C'est que la 5e défense au sol, alors que c'est la 4e meilleure défense. Après, le niveau est tel au niveau de la passe que c'est pour ça. Ouais. C'est ça. Voilà. C'est pas leur meilleur. Voilà, c'est pas leur meilleur. C'est pas secteur. leur point fort en défense. Voilà. Ça reste de là quand même très point solide. faible, je sais pas, mais bon. Oui. En tout cas, contre ce jeu au sol des Chiefs, oui, c'est sûr que ça peut quand même être quelque chose à leur avantage, pardon. Tiens, d'ailleurs, Kelce en défense chez les Patriots, c'est le frère de Travis Kelce. T'as dit Kelce tout à l'heure. Il y a un Kelce en défense. Je sais pas si toi qui as dit ça tout à l'heure. J'ai rêvé. Non, j'ai rêvé. Tu m'as parlé d'un safety des Patriots. Non, non. Tu m'as induit en erreur. Peut-être. Petite stat. Tom Brady. Un quiz. Non, pas du tout. Tom Brady, il est à 535 touchdowns lancés. Il est à 4 du record de Peyton Manning. Drew Brees, il est à 7, je crois. Il est à 532. Voilà, sachez que Tom Brady pourrait devenir, sur ce match, contre cette défense des Chiefs, le meilleur lanceur de touchdown de l'histoire de la NFL. S'il se réveille d'un coup, ça peut être... bon, pourquoi pas. Je vois plus Drew Brees, vu le style de jeu, lui passer devant, mais pourquoi pas. Sur le long terme, sans doute. Maintenant, voilà, comme dit Brady, on a 3 d'avance. Il va peut-être l'être pour un match ou 2. Et ensuite, ça va être un peu la guéguerre jusqu'à la fin de la saison régulière, puisque de toute façon, c'est que la saison régulière qui compte. C'est des stats déjà assez énormes. Déjà 535 TD en carrière, c'est assez monumental. Ouais. Sachant qu'il rate une saison en 2008. Oui, tout à fait. Enfin, Manning aussi avait raté une saison. Ton prono sur ce match, Greg ? C'est pas facile, mais l'histoire m'a appris qu'on ne joue quasiment jamais contre les Pats, même en très mauvais état. J'attends encore de m'enflammer pour voir vraiment la rédemption des Chiefs et voir si vraiment la bye week a été plus que salvatrice. Mais j'aurais tendance quand même à aller vers les Pats. Tu parlais de la victoire en saison régulière. Les 2 derniers matchs, en l'occurrence, ont été gagnés par New England, si on inclut la finale de conférence du côté de l'Arrowhead Stadium. Donc Pats pour moi. Pats pour moi aussi. Voilà pour l'affiche de la semaine. On passe à tous les pronos de la semaine 14. Bon, alors, ça devait arriver. Ah oui, c'est mon moment. mais très bien. Je laisse Grégory reprendre la tête du classement, attirer l'attention sur lui. T'es trop gentil. Et quand il s'y attendra le moins, hop, je reprendrai la main et je regagnerai le haut du classement. De préférence juste au Super Bowl. Moi, ça me va très bien. Je me mets dans la position du chasseur maintenant. Ah bien.
Voilà. Pourquoi J'ai pas. tenté pendant 14 semaines d'y aller un peu à l'instinct. Ça a marché un moment. Ça marche un peu moins maintenant. Donc je change de méthode. Puisque la semaine dernière, j'ai fait un vilain 5 quand même. C'est moche. Camille. Sur 16, oui, c'est. Ouais, ça m'a pas trop plu. Après, il y a eu des surprises. Hein. Oui. Camille a fait 6, Alain a fait 8 et Grégory et Raphaël ont fait 9. Donc, Camille est à 111, Alain est à 114, Raphaël à 115, je suis à 120 et Greg à 122. Il prend 4 points dans la vue en une semaine, ça fait mal, mais c'est comme ça. La partie n'est que relancée. Oui. Bon, on rappelle qu'il y aura beaucoup de points à mettre en jeu pendant les playoffs. De Donc, toute je ne façon, crierai pas victoire trop vite. De rien toute n'est façon. joué. Je n'ai que 9 points d'avance sur Camille, rien n'est joué. Je ne veux pas finir dernier. J'en ai marre. Allez, dans la nuit de jeudi à vendredi, à 2h20 du matin, Chicago Bears 6 victoires, 6 défaites. Dallas Cowboys 6 victoires, 6 défaites. C'est marrant, ils ont la même fiche. Alors que c'est la meilleure attaque de la ligue contre une des moins bonnes. Bon, comme quoi. Il y a un grand débat sur Trubisky depuis mardi, non à cause de Raphaël. Qu'est-ce qu'il a fait encore? Je sais pas, écoute. Non, bon, à cause de Raphaël, à cause de Alain qui aime bien troller plus que de raison sur Trubisky. Non, très franchement, c'est un match. Alors, c'est un match pour le coup où Dallas, il y a encore quelques semaines, aurait été largement favori. Mais là, Ils sont censés gagner. On est sur deux dynamiques totalement contraires avec une équipe des Cowboys qui est un petit peu en train d'imploser. D'ailleurs, c'est l'équipe contre laquelle Ian Killary a marqué son touchdown. Ça me revient maintenant. Voilà, ça y est. Et c'est vrai que très franchement, cette équipe de Dallas, un peu avec le symbole en effet de cette sortie de Jerry Jones, c'est vrai qu'il y a beaucoup de doutes qui s'installent en interne, avec, on le rappelle également, une intersaison qui s'annonce un peu agitée parce qu'ils ont beaucoup de joueurs cadres qui vont arriver en fin de contrat. On rappelle Dak Prescott notamment, Amari Cooper, je me demande si Byron Jones aussi n'est pas dans l'eau. Enfin, il y a quand même beaucoup de stars qui vont être éventuellement à reprolonger entre-temps. Van Esch est encore sous contrat rookie. Qui ça? C'est pas Van Der Esch. Van Der Esch, je crois qu'il doit encore avoir une saison derrière. Ouais. Mais en tout cas, Jason Garrett, bien sûr, qui est en fin de contrat et pour qui il y a un gros doute. Et puis en face, donc, cette équipe de Chicago qui affronte pas des foudres de guerre, on va pas se mentir. Sur les victoires qu'ils ont ces dernières semaines, il y a déjà 2 fois Détroit sans Matthew Stafford. Donc c'est aussi à relativiser également. De ce qu'on a vu la semaine dernière lors de Thanksgiving, on n'a pas non plus été ébloui par les Bears. Voilà, très clairement. Mais c'est un match, encore une fois, où il y a une attaque assez solide de Dallas, un peu moins quand même ces dernières semaines, contre une défense de Chicago qui a l'air quand même de se retrouver un petit peu. C'est ça. Malgré quelques maillons faibles. Coucou Prince Amukamara. Mais c'est vrai que ça peut être un match un peu plus équilibré que ce qu'on pensait. Ça sent le piège quand même pour Dallas, mais ils sont censés gagner. J'aurais quand même tendance à y aller vers Dallas, très clairement. Ouais, le fait en plus d'avoir vu Philadelphie perdre le week-end dernier à Miami, le fait de se dire on est encore toujours dans le coup. Je me dis à un moment donné, je veux bien qu'on ait une fiche négative en NFCS, mais je pense qu'il y a quand même peut-être une équipe qui va commencer à se rebiffer et à y croire. J'irai avec les Cowboys en l'occurrence. Moi aussi. Dimanche à 19h, Atlanta Falcons, 3 victoires, 9 défaites contre les Carolina Panthers, 5 victoires, 7 défaites. Nouveau coach du coup pour les Panthers qui ont viré Ron Rivera. Le timing est un peu étrange, mais bon, pourquoi pas. D'autant que c'est bizarre, depuis, ils sont très abondants de bienveillance sur les réseaux sociaux. Merci pour tout. C'est un coach. Non, mais du coup, bon, c'est un coach qui a passé 9 ans chez eux. Après, qui leur a fait quasi leur meilleur parcours. Oui. Bon, après, ce qu'il avait 3 victoires NFC Sud, un Super Bowl joué. Oui, perdu, avec John Fox, ils avaient atteint aussi le Super Bowl. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Oui, il y a encore une fois, je suis pas contre le côté. Je trouve que au niveau de la manière, bon, voilà, c'est une bonne chose qu'ils n'aient pas été spécialement ingrats. Après, niveau timing, ils peuvent se dire éventuellement, tiens, Perry Fewell, c'est un coach assez intéressant. Il a déjà été coach intérimaire, je crois, Buffalo. Il avait perdu face aux Falcons d'ailleurs. D'accord, écoute, je ne connaissais pas cette stat, mais il me semble qu'il avait remplacé Dick Joron il y a quelques années à Buffalo pendant un léger temps, donc ça reste un coach assez réputé en NFL. Ce ne sera pas la solution à long terme selon moi du côté de Carolina, mais ça n'empêche pas la direction des Panthers de voir éventuellement ce que ça donne. Ça tombe bien, ils affrontent Atlanta où en ce moment on est de nouveau en roue libre. Et où Dan Quinn va bientôt pouvoir dire bonjour à Ron Rivera. Ils se sont fait écraser la dernière fois qu'ils sont joués quand même les Panthers par les Falcons. Ouais. C'était il y a 3 semaines, je crois. C'est ça. Et il y avait eu un 30-3 ou dans ces eaux-là, 29-3, je crois. Oui. J'ai regardé tout à l'heure, mais enfin voilà. Le fait est que même si c'est la roue libre du côté d'Atlanta, il y a quand même un petit peu plus d'arguments en leur faveur. Le fait est que moi, maintenant, je suis en chasseur, donc je veux pronostiquer les Panthers puisque tu me pronostiqueras sûrement pas les Falcons. Non, et puis alors, moi j'attends de voir un petit peu s'il y a un moment sur ce d'orgueil du côté des Panthers.
Il y a pas mal de blessés offensivement du côté d'Atlanta et je pense que la première mission de Sewell, ça va être de resolidifier un petit peu cette défense. On avait parlé mardi notamment du run-stop qui était vraiment défectueux. Et je pense que si déjà cette défense a un peu plus d'envergure, retrouve le niveau qu'elle avait depuis le début de la saison, ça peut déjà être un peu plus compliqué pour Atlanta. C'est un duel de division dans la NFC Sud où c'est assez serré à ce niveau-là souvent. Donc bon, rien n'est C'est un impossible. duel de top 10 de la draft. Ouais, c'est ça. On établit les positions. 10, c'est important. Avoir top 5 pour Atlanta. Ils peuvent peut-être sortir du top 10, les Panthers, s'ils font. Si Carolina gagne, moi ça m'arrangera aussi. Bah, tiens. Tiens, en parlant de la NFC Sud, Tampa Bay Buccaneers, 5 victoires. Pardon, tu prends les Panthers. Je te confirme. Moi aussi. Tampa Bay Buccaneers, 5 victoires, 7 défaites. Indianapolis Colts, 6 victoires, 5 défaites. Alors celui-ci n'est pas évident à pronostiquer. Je crois qu'ils sont à 6-6 les Colts. J'ai mis 6-5 et c'est effectivement étonnant parce qu'il manquerait un match. Du coup, ça doit être 6-6. Oui, mais c'est pas très grave. Mais de toute façon, ils sont pas en négatif. Ils sont pas en négatif. Pas évident donc, parce qu'il y a beaucoup de répondants en attaque comme en défense pour Tampa, mais tout dépend un peu toujours des bêtises éventuelles de Jameis Winston. À savoir qu'Arians n'a jamais perdu face à Indianapolis, là où il a été head coach, souviens-toi, de substitution de Chuck Pagano en 2012. Tout à fait. Bon voilà, je me demande surtout si Marlon Mack et T.Y. Hilton sont vraiment à 100%, ce qui pourrait vraiment pencher en faveur des Colts. C'est sûr qu'il y a ces interrogations au niveau des joueurs offensifs, notamment d'Indianapolis depuis plusieurs semaines maintenant. Ça leur a quand même été préjudiciable sur le long terme le week-end dernier contre Tennessee. Maintenant, moi, je vais le dire tout de suite, ce qui m'a amené à aller vers Indianapolis, et du coup ce qui t'a amené sûrement à prendre le rôle du chasseur et à jouer la même chose. Non, pour le coup, j'aurais pris les Colts. C'est que malgré tout, en effet, il y a le facteur Jameis Winston, et je pense que Matt Eberflus et cette défense sont capables de le faire déjouer. Il y a des corners, malgré la blessure de Kenny Moore, qui sont capables de couvrir efficacement sur Evans et Godwin, même si c'est pas sacré une mince affaire. Meilleur receveur de touchdown de la ligue, d'ailleurs, Godwin. C'est pas impossible, ouais. Mais c'est vrai que ça rejoint un peu ce que je disais depuis quelques semaines, mais Winston, je crois, en termes de yards, c'est le deuxième le plus productif de la ligue. Et c'est le troisième meilleur lanceur de touchdown. C'est juste que c'est le plus gros lanceur d'interception. C'est ça. 20, il y en a 20 interceptions pour 22 touchdowns. 20 depuis le début de la saison, et c'est un petit peu beaucoup. C'est beaucoup. Mais donc je pense que cette équipe des Colts, pour finir mon propos, elle a les moyens de le freiner suffisamment. Après, est-ce que Brissett et l'attaque en règle générale arriveront à marquer suffisamment de points? Je ne suis pas sûr qu'on sera sur un 30-27 ou quelque chose comme ça. Peut-être pas. J'aurais quand même tendance à y aller vers les Colts. Je pense que c'est quand même un poil plus discipliné, et dans la course au playoff AFC, c'est possible qu'ils se ressaisissent, mais rien n'est moins sûr. Finalement, la course AFC qui va être un peu serrée. Il y a quelques équipes qui comme vont toujours. La course AFC pour les wildcards ces dernières années, c'est vrai. l'éclate. Mais ça monte rarement à 10 victoires. Non, ça c'est vrai aussi. New York Jets 4 victoires, 8 défaites. Miami Dolphins 3 victoires, 9 défaites. C'est leur deuxième match de l'année. Miami avait gagné le premier 26-18. Et là, ils viennent de battre les Eagles, alors que New York a perdu contre les Bengals, qui n'avaient encore jamais gagné. Donc les dynamiques ne sont pas forcément les mêmes. Miami est en train d'avoir du mieux. Il y a quand même la très bonne défense au sol de New York. Ça joue. Ça peut mettre la pression sur Fitzpatrick. Peut-être pas forcément ce qu'il aime. Ouais, l'infirmerie est un peu pleine quand même du côté des Jets cette semaine. Alors Mosley et Williamson, on ne le découvre pas, mais ouais, c'est sûr que ça impacte quand même un petit peu ce run-stop des Jets. Après, le run-stop des Dolphins, c'est pas terrible non plus. J'en parlais mardi avec un Sanders qui semble être extraordinaire et monté à plus de 80 yards. Il y a moyen pour Le'Veon Bell éventuellement de se mettre en action. Ouais, vraiment. D'avoir un gros match cette année. Voilà, c'est ça, parce qu'on va dire qu'il est utile, mais il ne crève pas forcément l'écran dans cette attaque des Jets. C'est un petit peu ce qui est compliqué, même si bon, il y a toujours ces rumeurs comme quoi Adam Gase on voulait pas, on ne sait pas trop. Donc est-ce que c'est ça qui joue également dans sa sous-utilisation? Bref, j'irai quand même avec les Jets, mais j'ai quand même un peu peur que cette défaite à Cincinnati, surtout de la manière dont ça s'est passé, j'ai un peu peur que ça ait laissé un petit coup derrière la tête des Jets. Je parlais des absents qui sont déjà connus. Il me semble que Jamal Adams s'est pas entraîné non plus. J'ai pas regardé, tiens. Il me semble avoir aperçu que c'était pas encore entraîné cette semaine. Ça veut pas dire qu'il va pas forcément jouer contre Miami, mais si lui aussi il est absent, ça peut en effet contre un Ryan Fitzpatrick qui reste sur un match à 4 TD, je crois, contre les Eagles, et avec un Devontae Parker qui était bien chaud bouillant également. Attention. Il y a eu un upset plus ou moins au match aller. On n'est pas à l'abri que les Dolphins empochent également un deuxième match et repassent devant les Jets dans la FC Est. C'est vrai. Après, faisons attention. Alain a pronostiqué les Jets. On sait combien ça lui a porté chance dans le passé. Donc bon.
Attention. Je joue les Jets aussi, mais là, Tremblay, on fan se de New rapproche York. de la victoire de Miami. Quand même. New Orleans Saints, 10 victoires de défaite. San Francisco 49ers, 10 victoires de défaite également. C'est une belle affiche aussi, ça en NFC. C'est à On aurait pu le 19 € prendre. aussi, du coup, si je te comprends bien. C'est ça. Hein. C'est comment C'est à 19 Toujours à aussi, 19 là, on ouais, est toujours à c'est ça, 19 h. Il y a ouais, des c'est pas très très mal, belles c'est affiches. Toi, tu vas pouvoir me dire, tiens, le point commun entre Drew Brees et Jimmy Garoppolo. Si je te dis que toi, tu vas pouvoir me dire, il y a un petit indice. Je sais pas, ils ont été troisième long snapper d'une université. Non, c'est un rapport avec l'université. Ils ont tous les deux été QB à Eastern Illinois. Voilà. Non, oui. Bah écoute, moi, c'est ce qui est marqué là. Ah bon, il est sorti de Purdue. Après, je sais pas s'il est passé par Eastern Illinois à un moment donné, mais c'est possible. C'est les stats que m'ont donné la NFL. Si c'est faux, plaignez-vous à eux. Le père Shanahan aussi avait joué à Eastern Illinois. J'ai oublié son prénom. Mike, avant de se blesser. C'est un du coup, peu de the devenir place to coach. be en fait. Ouais, et Tony Romo aussi. Voilà, vous saurez toute l'histoire des quarterbacks de Eastern Illinois. Sacré match à suivre. Est-ce que New Orleans va résister à la pression défensive des Niners? C'est ma question. Ouais, on peut retourner le problème dans l'autre sens. Est-ce que la défense des Niners va résister à la pression offensive, pression offensive des Saints? Parce que là aussi, on parlait des forces contre force avec le Pats Chiefs. On aurait pu mettre en match de la semaine aussi, celui-là. Oui, bon, on a parlé vous aviez mis en lumière Baltimore, San Francisco la semaine dernière, donc c'est pour ça qu'on a préféré switcher un petit peu aussi. Mais très franchement, l'attaque des Saints contre la défense des Niners, le run stop de New Orleans contre le jeu à la course des Niners. Oui, ça aussi. Voilà, je disais, Taysom Hill, j'adore ce qu'il fait. La semaine dernière, il marque un touchdown, je crois, à la course et à la passe ou à la réception. Enfin, il fait un des deux. Il en met un à la course, c'est sûr. Et il en réceptionne un aussi, il me semble. Enfin voilà, je suis un fan absolu de ce joueur, comme dirait Christian Jean-Pierre. Nous n'avons pas les mêmes goûts. Non, mais en fait, je trouve que ce qu'il apporte. Je respecte le bonhomme. Je trouve que dans une équipe où tu as déjà une tonne de solutions offensives, d'arriver à utiliser un joueur de cette manière avec autant de, disons, d'adaptabilité, je trouve ça fort. Et du coup, voilà, c'est peut-être un truc qui peut aussi poser quelques problèmes côté défensif chez les Niners. Mais de toute façon, on voit, moi après que j'aime le profil du joueur qui est censé au départ être un quarterback. C'est vrai. Voilà, mais en tout cas, c'est je sais plus comment ils appellent ça, ils appellent ça un espèce de jack. Donc c'est vraiment un mec qui peut sortir n'importe. Jack, c'est Valet, non, dans les cartes. Ouais, je crois, mais je suis nul au jeu de cartes. Ouais, mais ça doit être, c'est un peu passe-partout, quoi. Mais oui, en tout cas, c'est le joueur qui est capable de vraiment dépanner dans n'importe quelle situation. Et là, en l'occurrence, avoir cet atout-là dans la manche du côté de New Orleans contre une défense, encore une fois, des Niners qui va vraiment vouloir se reprendre du match contre Baltimore. Ils perdent quand même de très peu. À mon sens, c'est presque plus l'attaque des Niners qui perd ce match que la défense, parce que la défense, elle a quand même globalement bien contenu Lamar Jackson. Là, il y a quand même un autre exercice en face. Ouais. Il y avait un gros jeu au sol du côté de Baltimore, là, il y avait un gros jeu aérien, et ça va quand même être un peu compliqué. Non plus, hein. Voilà. Et encore une fois, on enchaîne les match-ups, mais Michael Thomas contre Richard Sherman, ça va être quelque chose d'assez excitant à suivre. J'aurais quand même tendance à y aller vers New Orleans, parce que c'est comme souvent du côté des Saints, en saison régulière, c'est pas bien pimpant, ça gagne un petit peu à l'arrache, mais ils accumulent les victoires, et malgré tout, c'est une équipe, il y a de fortes chances puisque je crois qu'ils sont premiers de la NFC à l'heure actuelle, je ne vais pas dire de bêtises, tant qu'ils sont devant les Seahawks. En tout cas, s'ils gagnent celui-là, ils sont devant. Donc, très clairement, c'est un match où on n'est pas à l'abri en play-off de devoir encore une fois absolument devoir passer par New Orleans pour se qualifier pour le Super Bowl. À New Orleans en plus, donc un terrain qui leur réussit beaucoup. Donc c'est pour ça que j'y vais avec les Saints. Moi aussi. Minnesota Vikings, 8 victoires, 4 défaites. Detroit Lions, 3 victoires, 8 défaites, 1 nul. Les Vikings qui avaient gagné 42-30 plutôt cette saison. A priori, toujours pas d'Adam Thielen du côté de Minnesota, mais bon, finalement, on se rend compte que ça marche. A priori, toujours pas de Matthew Stafford du côté de Détroit. J'allais dire toujours pas de défense non plus du côté de Détroit. Mais voilà, encore une fois, il y a vraiment les armes offensives à Minnesota pour aller marquer suffisamment. Ouais. Camille m'a dit qu'ils allaient à Minneapolis en roue libre là, ce week-end, donc du coup, je pense que... Ah oui, Camille, bien sûr, le sosie de notre Patricia. Oui, ils y vont, puis ils verront bien, quoi. Oui, voilà, écoute. À Minnesota en plus. Ouais. Ils vont prendre un petit peu des nouvelles de la météo, tout ça. Non, franchement, blague à part, non, c'est sûr que c'est un match que Détroit est dans un état tellement, enfin, ils sont tellement en train de se déliter ces dernières semaines. Tu le disais, que ce soit en attaque ou en défense, il n'y a pas vraiment un secteur qui reprend le dessus.
Ils ont toujours un Kenny Golladay très performant, des jeunes qui arrivent à se sortir un petit peu du lot en défense, mais ça me paraît quand même un peu léger contre une équipe de Minnesota qui n'est pas passée loin, mine de rien, d'épingler les Seahawks le week-end dernier et qui également, un petit peu rattrapé par les Rams derrière, va vouloir vraiment se mettre un petit peu à l'abri dans l'optique des playoffs. Donc ça me paraît compliqué de ne pas mettre les Vikings sur ce match-là. On est d'accord. Houston Texans, 8 victoires, 4 défaites. Denver Broncos, 4 victoires, 8 défaites. Houston qui sort d'une très grosse victoire face aux Patriots. Et Denver qui sort d'une victoire offerte par les Chargers face aux Chargers. Pour Drew Lock, donc le quarterback des Broncos, ça va pas forcément être une partie de plaisir parce qu'il y a quand même un front seven des Texans qui, bien que privé de quelques noms depuis le début de la saison, reste traditionnellement une valeur sûre. Mais attention, le pass rush fait du bien à Denver aussi. Et on sait que la ligne offensive des Texans n'est pas forcément un gage de sûreté. Ouais, même si je les trouve quand même un poil plus intéressants ces dernières semaines. Je ne sais pas si Von Miller est de retour, parce qu'il me semble qu'il ne jouait pas le week-end dernier contre Los Angeles. Donc, je ne l'ai pas vu en tout cas contre Los Angeles. J'ai un doute. Ah, ouais, bah, moi, j'ai peut-être d'anciens souvenirs alors. Mais en tout cas, oui, en son absence, tu te disais forcément une des principales interrogations, ça va être Drew Lock. Et c'est sûr que c'est pas tout à fait la même chose de jouer ton premier match à domicile contre une équipe des Chargers qui est déjà en plein doute. Et que tu connais théoriquement bien. Voilà, et qui reste quand même à un niveau, on va dire, plus ou moins équivalent. Ils avaient déjà battu à Los Angeles un peu plus tôt dans la saison. Oui. Et là, tu te déplaces à Houston, qui est en pleine bourre, en tête de l'AFC Nord, qui vient d'épingler les Pats avec la manière en plus. L'AFC Sud, pardon. Oui. L'AFC Sud et qui vient d'épingler les Pats en plus. Donc c'est sûr que là, d'un point de vue confiance, je vois mal les Texans se louper sur ce match-là, sachant que Tennessee, on l'a dit, est quand même sur un bon rythme. Ils vont les affronter 2 fois en fin de saison régulière. Donc là, tant qu'à accumuler des victoires contre des équipes à leur portée à domicile, j'irais plutôt sur Houston. Largement, moi aussi. Buffalo Bills, 9 victoires, 3 défaites. Baltimore Ravens, 10 victoires, 2 défaites. Ça aussi, c'est un gros choc de tête de l'AFC et toujours à 19h. Décidément, on va se régaler. Sache qu'il y a un record sur ce match. 1407 yards en cumulé pour les 2 quarterbacks. 977 pour Lamar Jackson et 430 pour Josh Allen. C'est un record NFL pour 2 quarterbacks qui sont titulaires au début d'un match. Voilà, c'est beau. Avec 63 yards, Lamar Jackson, il ferait la meilleure saison au sol pour un quarterback de l'histoire, puisque le record, c'est Michael Vick à 1039. J'ai plus tous les chiffres en tête. Quelque chose comme ça, j'ai regardé avant, mais bon, voilà, il faut 63, donc c'est que ça doit être 1039 du coup. Je suis bon en maths. Le fait est que les Bills sont très propres, les Bills sont très solides, ils l'ont montré à de nombreuses reprises cette saison, en défense d'ailleurs, mais là c'est quand même un énorme morceau. L'attaque des Ravens, ça va être une autre partie de rigolade. C'est un match où Baltimore est favori. C'est un match où je vais miser Baltimore. Forcément, parce qu'en effet, de ce qu'ils ont montré depuis le début de la saison, il y a forcément plus de références que les Bills. Mais tu l'as dit, et il y a forcément cette question des turnovers. Au Buffalo depuis le début de la saison. Alors, je comparais mardi Josh Allen. Je disais à Alain que c'était un peu le Lamar Jackson du pauvre. J'ai presque envie de dire Josh Allen, c'est un peu le nouveau Alex Smith dans le sens où s'il arrive à limiter ses pertes de balles comme pouvait le faire Alex Smith et les Chiefs notamment à l'époque, cette équipe de Buffalo peut faire douter Baltimore. Je le disais, la défense des Ravens monte en puissance. Va falloir voir si elle est capable de provoquer suffisamment de turnover contre cette attaque de Buffalo qui, sans être extraordinaire, encore une fois, reste assez besogneuse et assez régulière. Voilà, c'est ça, assez disciplinée. Et encore une fois, ça c'est le maître mot du côté de Sean McDermott. Après voilà, très clairement du côté de Buffalo, même si en défense il y a des joueurs assez excitants et assez et surtout assez réactifs, je dirais, des profils type Ed Oliver, Tremaine Edmonds, ce genre de profil-là, même Matt Milano, il me semble qu'il n'est pas blessé, mais c'est des joueurs qui peuvent éventuellement contre le jeu au sol, surtout qu'il me semble que Mark Ingram est un peu touché. Je demande à voir. Honnêtement, je demande à voir. Encore une fois, je ne dis pas que Buffalo va absolument battre Baltimore, mais je pense qu'ils peuvent leur donner du fil à retordre et je serais étonné que ça se joue à 2 ou 3 touchdowns d'écart. Pareil, je vais prendre Baltimore aussi, mais c'est une affiche qui promet également. Cleveland Browns, 5 victoires, 7 défaites. Cincinnati Bengals, 1 victoire, 11 défaites. Bravo Cincinnati. Maintenant, est-ce que la fête est finie ?
On va voir. Andy Dalton a montré de bonnes choses pour son retour contre la défense des Jets. Là, recordman de la franchise pour le nombre de touchdowns. Il affronte une équipe des Browns qui est un petit peu retombée de son nuage après, il me semble, 3 succès de suite et cette défaite donc du côté de Pittsburgh. Cleveland sera quand même favori parce qu'on va pas se leurrer, c'est pas parce que les Bengals ont empoché un match à la maison dans un match où Carlos Dunlap a fait la pluie et le beau temps que forcément ils vont gagner ce match-là. Après, c'est un duel de division, c'est un derby, c'est franchement, c'est honnêtement, vaut mieux pour les Browns qu'ils le perdent pas celui-là parce que je m'inquiéterais pour Freddie Kitchens très sérieusement. Ça pourrait aller vite. Voilà, mais en tout cas, je pense que Cleveland alors je sais pas s'ils ont toujours une possibilité de play-off, mais en tout cas, ils restent quand même pas trop loin. Voilà, mathématiquement, ils ont encore une infime chance, je l'ai dit, à 9 victoires, sait-on jamais. Mais en tout cas, déjà, pour se rassurer, il faut au moins s'imposer contre la plus mauvaise équipe de la ligue d'un point de vue comptable. C'est ça. Cleveland Browns pour nous de Green Bay Packers, 9 victoires, 3 défaites. Washington Redskins, 3 victoires, 9 défaites. Adrian Peterson va retrouver ses copains de Green Bay. La semaine dernière, il y avait une bonne victoire de Washington face aux Panthers. J'ai envie d'y voir un signe d'espoir pour l'avenir à Washington, mais pas sur ce match-là. Le run-stop de Green Bay, alors je ne vais pas dire de bêtises, ils avaient quand même un peu souffert à San Francisco de mémoire. Ouais, enfin face à San Francisco, il n'y a rien de honteux. J'ai pas dit qu'il y avait quelque chose d'honteux. Non, mais si Washington a un jeu au sol aussi bien huilé que ce qu'on a vu à Carolina, alors c'est pour ça qu'on a toujours du mal à savoir si c'est vraiment le run-stop des Panthers qui s'est écroulé d'un coup ou si vraiment c'est l'attaque des Redskins qui a réussi à trouver une solution avec vraiment un jeu au sol à 2 têtes efficace. Mais en tout cas, du côté de Green Bay, ils sont bien entendu favoris parce que je pense que l'attaque, surtout avec le match que vient de faire Aaron Rodgers du côté de New York, on l'a dit, c'est pas toujours flashy Green Bay des deux côtés du ballon, mais en tout cas, les matchs qu'ils doivent gagner, globalement, ils les gagnent depuis le début de la saison. Aaron Rodgers, c'est quand même pas mal. Ouais, 23 matchs à 4 touchdowns ou plus, c'est un record à égalité avec Brett Favre dans l'histoire de la NFL. Donc, ils seront favoris et je pense qu'ils vont marquer suffisamment de points pour battre cette équipe de Washington. Après, ils peuvent en prendre. Je suis curieux de voir. Je suis curieux de voir ce que va donner cette défense au sol, justement, contre le duo Peterson-Gase. On enchaîne avec les matchs enfin de 22h05. Jacksonville Jaguars, 4 victoires, 8 défaites. Los Angeles Chargers, 4 victoires, 8 défaites. Celui-là, il va être très très Je suis pas déçu qu'il soit à 22h, celui-là. Ouais, moi non plus. Gardner Minshew est de retour quand même. Petite nouvelle. 2 équipes qui vont compter plutôt sur leur défense alors qu'il y a des playmakers un peu en attaque. Moi, je mets les Chargers aussi parce que tu as mis les Chargers. Mais sinon, j'aurais presque été tenté de mettre les Jaguars, tu vois. Ouais, franchement, là, tu jettes la pièce. Philippe Rivers contre les Jaguars, tu jettes la pièce. Il y a une équipe des Jaguars qui s'est bien fait marcher dessus par Tampa Bay le week-end dernier. Ouais. Une équipe des Chargers qui, malgré une fin de match, encore une fois, un brin polémique et en effet une nouvelle défaite un peu crève-cœur à Denver, est quand même resté dans le coup jusqu'au bout, a montré une certaine réaction à un moment donné en deuxième mi-temps. Miles Jack qui est out jusqu'à la fin de la saison, ça peut être une donnée intéressante, surtout que le run-stop des Jags n'était déjà pas fabuleux. Donc ça me paraît suffisant pour les Chargers pour s'imposer. Après, on n'est pas à l'abri d'une énième déconvenue du côté de Los Angeles. Normalement, c'est bon. Normalement, ça passe. Allez, Chargers pour nous deux. Arizona Cardinals, 3 victoires, 8 défaites, 1 nul. Ça, c'est la même fiche que les Lions. Pittsburgh Steelers, 7 victoires, 5 défaites. C'est le remake du Super Bowl 43, la fameuse passe de Roethlisberger pour Santonio Holmes dans le coin de la end zone. Fitzgerald, pas valable, on ne le saura jamais. Fitzgerald est encore là, du côté d'Arizona. Alors, Pittsburgh va mieux quand même. Delvin Hodge a l'air d'être la solution. Mais moi, j'ai envie de croire que Kyler Murray peut faire mieux que lui. Et sur ce match-là, il peut le prouver. Alors, moi, c'est surtout ça. C'est vrai que Pittsburgh est favori, mais il y a quelque chose qui me pousse quand même à aller vers Arizona. Même folie peut-être. Sans doute. Il y a peut-être de ça. Faut que je consulte. Attention. Mais en tout cas, du côté de Pittsburgh, une des données qui leur permet depuis le début de la saison, malgré leurs problèmes de blessure, d'être vraiment vaillants et de continuer à croire en play-off. Il me semble qu'ils sont toujours qualifiés provisoirement à l'heure actuelle. C'est notamment la solidité dans les tranchées. On ne peut pas dire que ce soit l'avantage d'Arizona depuis le début de la saison. Oh, un peu en défense. Ouais, un peu. Un peu en défense. Et puis vraiment, c'est vraiment sur la ligne défensive, c'est déjà un peu plus compliqué pour eux, sachant que Jones est déjà un peu plus excentré. Mais mais très clairement, c'est le match-up qui me fait un peu peur pour les Cardinals. Après, ils sortent quand même d'un match très, très, très compliqué contre les Rams. Ils ont des Steelers qui me semblent un peu plus à leur portée.
Je sais pas pourquoi, mais ce match-là, encore une fois, j'aurais du mal à l'expliquer de manière vraiment rationnelle. Mais je pense que ça peut être un match qu'Arizona remporte de peu. Ça me va. Et c'est ce qui me pousse à jouer l'upset et à parier sur les Cardinals. Ça me va. J'ai pas dit que du coup on passait au match de 22h25, mais celui-là il est à 22h25. Ouais, enfin, Le suivant aussi, 22h05, 22h25, c'est deuxième quasiment pareil, t'inquiète pas. Oakland Raiders, 6 victoires, 6 défaites. Tennessee Titans, 7 victoires, 5 défaites. Là, c'est notre seul prono différent de la semaine d'ailleurs. Donc, on va suivre ce match avec attention. Moi, je vais attendre un peu avant de m'emballer sur les Titans. J'avoue que le passé m'a prouvé que c'était pas forcément l'équipe la plus sûre. Le duel de running back va être sympa avec Josh Jacobs d'un côté et Derrick Henry de l'autre. Les deux anciens d'Alabama, parce que tu parlais de Bien fac sûr, commune parce tout que à je l'heure. connais bien le football Uh-huh. universitaire. Le fait est que c'est à Auckland. Il y a un meilleur quarterback du côté de Auckland et du coup. Ça saute pas aux yeux depuis quelques semaines. Hein. Non, mais moi, bref, de toute façon, moi je prends les Raiders. Je pense que c'est là-dessus que je regagne un point. Sans doute. Bah écoute, il y a beaucoup de confrontations cette semaine où il y a quand même des dynamiques assez contraires pour les deux équipes qui s'affrontent. Là, on est quand même un peu dans ce cas, hein, parce que Tennessee, ils doivent être à 4 victoires de 4 suite. victoires d'affilée, ouais. Auckland, c'est pas du tout la même chose. C'est pas 3 ou 4 victoires d'affilée. Il y a eu une victoire un peu à l'arrache contre les Chargers lors d'un récent First Day Night. Il y a eu un bouillon chez les Jets, une défaite assez lourde le week-end dernier à Kansas City. On sent quand même qu'on reste dans une période de transition du côté des Raiders avec beaucoup de rookies intégrés dans cette escouade et Ça va aller mieux. sur des matchs aussi coup près, ils ont la possibilité de revenir à hauteur de Tennessee et de continuer de croire aux playoffs. Hein. Encore une fois, ils ont fait une bonne saison depuis le début de l'année, donc Oui. c'est pas remettre ça en cause, mais bon, même sur la ligne, il y a les soucis autour de Trent Brown, etc. Enfin, il y a quand même beaucoup de choses qui commencent à me faire un petit peu douter pour les Raiders sur la fin de saison. Donc c'est pour ça que je préfère quand même miser sur la valeur sûre actuelle, et du coup miser sur les Titans. Très bien. New England Patriots, 10 victoires, 2 défaites. Kansas City Chiefs, 8 victoires, 4 défaites. On en a parlé tout à l'heure en intro. On prend tous les deux les Patriots. Dans la nuit de dimanche à lundi, le Sunday Night Football à 2h20 du matin, c'est Los Angeles Rams à 7 victoires, 5 défaites contre les Seattle Seahawks à 10 victoires et 2 défaites. Là, alors les Rams se sont un peu refait à la cerise la semaine dernière, tu as dit, face aux Cardinals. Maintenant, Seattle a l'air hyper fort en ce moment. Est-ce que Wilson est toujours MVP incontestable selon toi? À mon sens, il est passé derrière Jackson. Mais je suis assez d'accord. Ça se joue pas à énormément de choses. Il y a un petit trio, Jackson, Wilson, Watson, je pense, qui se dégage un petit peu pour le titre de MVP. Mais Wilson reste quand même en bonne position vu ce que jouent les Seahawks depuis le début de la saison. Watson, tu le mets dedans? Ouais, avec la victoire sur les Pats. Les Seahawks avaient gagné d'un petit point début octobre, 30-29. Il y a un duel de défenseurs sympa à suivre aussi à distance, évidemment. C'est Clowney contre Donald. À chaque fois, les duels à distance, c'est plutôt des mecs du même poste, voir qui fait le meilleur match plutôt que des affrontements directs. Tu vas aller voir la fin du match et tu fais putain, mais par rapport à lui, t'étais un bidon, t'étais une pipe. Ouais, c'est plutôt ça. L'attaque de Seattle a l'air très très solide. Oui, les Rams vont mieux, mais je pense peut-être pas suffisamment pour contenir tout ça. Ouais, c'est ça, tu le disais, il y a eu ce First Day Night en effet où ça s'est vraiment joué à des détails. Entre-temps, Los Angeles a clairement connu un coup de mou. Et même si en effet Jared Goff s'est refait la cerise contre Arizona, alors on va voir si vraiment ça a vraiment reboosté toute cette attaque de Los Angeles. Oui, c'est pas impossible. J'en parlais contre Minnesota, même si paradoxalement Seattle prend 30 points contre les Vikings. Il y a eu quand même, je trouve, il y a cette tendance en ce moment du côté de la défense à réussir, je vais y arriver, à provoquer des turnovers quand il faut. Et contre Jared Goff, ça ne me paraît pas être la chose la plus compliquée à faire. Donc, ça peut être un match de nouveau avec pas mal de points, mais ça peut également être un match où Seattle va réussir peut-être à créer la perte de balles, à prendre l'ascendant sur équipe spéciale. Je pense que ça va jouer à très peu de choses, mais je les vois éventuellement faire l'action qui va leur permettre de s'imposer de nouveau et de rester potentiellement dans les premiers spots de la NFC dans le titre des playoffs. Dans la nuit de lundi à mardi à 2h15 du matin, c'est le Monday Night Football entre les Philadelphia Eagles à 5 victoires et 7 défaites face aux New York Giants à 2 victoires et 10 défaites. Alerte NFC Est, oubliez tout le sens commun, oubliez toute la logique, rien n'est possible. Tout est vrai, tout est possible. Enfin, bref, c'était honteux de perdre face à Miami pour les Eagles. On l'avait dit avant, franchement ce serait honteux. Est-ce que c'est pire de perdre face à New York ?
Ce serait dans une forme de continuité. On C'est pourra vrai. dire que les Eagles, au moins, ont été réguliers tout au long de la saison. C'est vrai. Pat Shurmur n'a jamais battu les Eagles avec New York en 3 rencontres. Donc après voilà, les jeunes de New York vont prendre un peu d'expérience, c'est bien, ça va les entraîner, blablabla. Et puis au pire, Peterson il trouvera bien une excuse. Ah ouais, mais bon, si Saquon Barkley avait pas mis 2 touchdowns et 170 yards, peut-être qu'on aurait gagné ce match. Hein, c'est un peu la tendance. Très franchement, alors j'y vais avec les Eagles quand même, parce que d'un point de vue comptable, voilà, et puis Oui. parce que Philadelphie a toujours la possibilité de remporter la NFC Est malgré leur saison plus que compliquée. Très franchement, si upset sur ce match-là, je suis pas étonné. Non, mais voilà. Même encore si une les fois, Giants sont au fond du trou et je sais plus, ils sont à quoi? Ils sont à 5-6 défaites de suite, je vais pas me tromper, mais possible, ouais. depuis le match face à Washington, ils en touchent plus une. Il y a Daniel Jones qui sera absent et le retour d'Eli aussi. Ah bon? Oui, Mais il me semble avoir vu ça. on m'a pas prévenu. Ah bah écoute, je crois alors, qu'il y a un article Tu sur fais le bien de site. prévenir les monsieur- auditeurs. Non, mais moi, je lis pas le site. J'ai pas le temps. C'est faux. Lisez, je donne active, bien sûr. Non, mais très bien. Donc Très, très bien. sur ce d'orgueil d'Eli qui tape les Eagles et bon là va falloir se poser des questions quand même du côté de Philadelphie, mais non les Eagles quand même pour moi Ouais, moi aussi. pour jouer la sécurité. Tout va bien, mais effectivement, ça peut être rigolo. Voilà pour tous les pronos de la semaine 14. On passe aux meilleures cotes. Les meilleures cotes de la semaine 14 avec notre partenaire Unibet, comme chaque semaine, 3 cotes, un combiné. Et on commence avec la cote de Grégory. La Colt. Mais oui, la Colt. La tout à Colt fait, la bonne Colt. qui est de 2-20, victoire du côté de Tampa, je le disais, avec la capacité de la défense à faire éventuellement déjouer Jameis Winston. Offensivement, ça peut être un peu plus compliqué, mais c'est ce qui m'incite quand même à aller vers une victoire d'Indianapolis qui est toujours en course pour les playoffs. Je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai pris les Cardinals qui sont à 2-10 et qui affrontent de mémoire les Pittsburgh Steelers, puisque je viens de le lire. Et qu'on a donné vainqueur aussi dans le podcast. Donc, oui, il y a des arguments. Kyler Murray, sur le papier, est un peu meilleur que Devlin Hodges. Et même s'ils viennent de prendre une grosse fessée par les Rams, il y a du talent dans cette équipe. Il faudra surveiller les tranchées, c'est ce que tu disais. La cote bonus, ce sont les Dolphins à 2,70. Les Dolphins qui jouent chez les Jets. Alors, on a pronostiqué tous les deux les Jets dans le podcast, mais comme on vous l'a dit, Alain Mattei a pronostiqué les Jets on connaît un peu le passif d'Alain avec ça. Il y a Jinx, donc il y a Jinx. forcément donc, la cote des Dolphins à 2,70, franchement, elle est tout à fait jouable. L'ensemble des 3 cotes, donc les Colts à 2,20, les Cardinals à 2,10 et les Dolphins à 2,70, ça vous fait un total de 124,74. C'est un joli combiné. Donc ça vaut le coup, tentez-le, semaine 14 avant Noël. Allez hop, ça vous fera des beaux cadeaux. Le YOLO, bien sûr, on garde les 3 cotes précédentes et on rajoute 3 nouvelles cotes. Il y a beaucoup de belles cotes cette semaine. Ouais, et on en a pris des pas mal. Là, vous allez voir, le YOLO est sympa. On a pris les San Francisco 49ers qui sont à 2 face aux Ravens. C'est un match où tout est possible parce que les deux équipes ils sont pas face aux Ravens, ils étaient face aux Ravens. Ils sont face aux Saints. Merci Camille. Il y en a un qui suit au moins. Merci Camille. C'était pour voir, bien sûr. Chez vous aussi, vous avez sursauté. Non, mais oui, face aux Saints à 2, honnêtement, les Saints sont peut-être favoris de ce match, mais c'est un match où tout est possible et où vraiment les 49ers peuvent peut-être, avec leur très forte défense, casser un peu la dynamique offensive de Saints. Donc on y croit. Carolina Panthers à 2,20. Alors oui, ils viennent de changer de coach, mais on a vu que Atlanta n'était pas forcément gage de sûreté les semaines précédentes. Oui, on a eu la confirmation en tout cas. Mais oui, possible sur saut d'orgueil, pourquoi pas. Possible sur saut d'orgueil pour un peu de dynamique nouvelle coach, tout ça. Les Carolina Panthers sont à 2,20. C'est une belle cote aussi. Et enfin, Jacksonville, les Jaguars à 2,25 qui affrontent les Chargers et tout est possible. Ouais, celui-là, je l'assume moi. Je te laisse le vendre. Non, mais c'est moi. Écoute, si tu veux. C'est un YOLO. Ouais, c'est un YOLO. Et puis, de toute façon, je connais un peu Philip Rivers. Il est tout à fait capable de perdre ce match-là. En faisant une interception, voire 2 interceptions, voire 3 interceptions. Gardner Minshew qui redevient titulaire. On a vu qu'il avait reboosté un peu l'équipe en deuxième mi-temps contre Tampa. Sait-on jamais. La hype de la moustache. Donc les 6 cotes, Indianapolis, Arizona, Miami, San Francisco, Carolina et Jacksonville. Pour 10 € misés, vous avez un total de 1357,42 €. Pour seulement 6 matchs. Pour seulement 6 matchs. Voilà, c'est beaucoup de grosses cotes. Donc tout n'est pas garanti. Mais bon, nous, on vous conseille... pourquoi pas mettre un petit billet là-dessus et vous aurez sans doute une bonne surprise lundi matin.
Voilà, c'est comme ça que se termine l'épisode 327 du podcast Touchdown Actu. Merci de nous avoir suivis. Merci Grégory. Toujours un plaisir. Merci Camille, évidemment, à la technique. Pour la suite, c'est comme d'habitude, vous connaissez. C'est dimanche dans le fauteuil à 18h avec Alain Mattei. C'est mardi pour le débrief de l'émission ici, mais on sera que en audio. C'est quoi en audio? Je ne sais plus là, c'est les mardis. On est sur Twitter, @TDActu, sur Instagram, @TouchdownActu et Facebook TouchdownActu. @YellowRadioSa pour toi sur Twitter, @Camille Saraben pour Camille, @RaoulVDG pour moi-même. L'émission du jeudi, vous le savez, qui vous est présentée par Unibet, votre détour obligatoire pour les paris en ligne sur la NFL. Et pour ça, vous vous inscrivez en passant par le site à droite, sur une petite colonne, il y a un petit truc Unibet là. Vous cliquez, vous vous inscrivez et vous profitez des matchs en direct et en streaming sur la plateforme d'Unibet avec un compte approvisionné. Voilà, merci beaucoup. Très bonne semaine de match à tous. Très belle semaine. 19h, il y a plein de belles affiches. Alors soyez là et on se retrouve mardi pour débriefer tout ça. Des bisous. Salut. Les meilleures analyses, fromage et jeux de mots. Tout sur le foutu est en TDActu. Le mardi, le jeudi, tailgate au risotto. Les meilleures recettes en TDActu. Fumble pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall Lynch. Rocas Global Beckham, Tom Brady quarterback. Calé sur le fauteuil, option Madame Irma. À la fin on compte les points et on finit en requin.